Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Robopousse et on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Histoire d'horreur. Alors après H.H. Holmes, The X-Men Killer, on va se diriger vers un tout autre type d'horreur puisqu'on va aller dans l'horreur des sectes et en particulier on va s'intéresser au personnage de Jim Jones que l'on voit dans la saison 7 d'American Horror Story Cult, du coup, qui est joué du coup par Evan Peters dans American Horror Story Cult, un des nombreux rôles qu'interprète Evan Peters dans cette série. Vraiment une performance extraordinaire d'Evan Peters, d'ailleurs, je trouve, dans cette série American Horror Story Cult. Et j'avais pas encore vu Dahmer, je viens de le finir, et vraiment, j'avoue que, pareil, j'étais vraiment époustouflé par plusieurs choses. Déjà, la précision on va dire, la précision globale de cette série, je trouve que c'est une série extrêmement bien faite, absolument parfaite. Et le jeu d'Evan Peters est extraordinaire, je trouve vraiment, donc vraiment très très impressionnant. Donc voilà, sans plus attendre, on va se lancer dans l'histoire de ce personnage Jim Jones, ce qui s'est passé, puisque voilà, je rappelle avant de se lancer, Jim Jones, responsable du suicide de 900 personnes euh, en Guyane, 900 de ses fidèles. Donc voilà, je vais vous expliquer comment il est en arrivé là. Je vais vous expliquer un petit peu tout le mystère qui entoure ce qui s'est passé, comment on peut envisager que 900 personnes se donnent la mort sur les autres d'une personne. C'est peut-être pas ce qu'on croit, et vous verrez qu'il y a beaucoup de théories du complot, beaucoup de choses qui sont pas très très sûres, pas très prouvées et très libres à l'interprétation, et qui du coup ont laissé place à beaucoup de doutes et beaucoup d'interrogations. Donc c'est vraiment une histoire assez complexe et assez intéressante, je trouve. Donc voilà, je pense que voilà, le podcast va durer sûrement un petit peu plus longtemps que d'habitude. Donc je remercie à ceux qui, qui tiendront le coup, qui feront l'effort d'aller jusqu'au bout, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose, je préfère prévenir avant, qui ne peut pas être raconté comme je le fais d'habitude en 50 minutes. Voilà, ça va demander un petit peu plus de temps forcément, puisque c'est quelque chose de encore plus complexe que les deux histoires que je vous ai racontées avant. Donc voilà, avant de me lancer définitivement dans le podcast, je tiens évidemment toujours à vous prévenir, hein, ce podcast a une nature absolument choquante. Les plus sensibles d'entre vous seront probablement traumatisés pour toujours, et c'est une bonne chose. Donc Jim Jones, qui est ce fameux Jim Jones? Jim Jones, en fait, a été élevé par sa mère seul. En fait, son père s'est barré quand il était tout jeune, et sa mère était une syndicaliste, vraiment très très engagé dans la cause syndicale, etc. Vous verrez que ça a son importance par la suite, et d'ailleurs qui est d'origine amérindienne, et vous verrez aussi que ça a son importance par la suite. Mais du coup, voilà, vu que sa mère travaille, il est tout seul à la maison, Jim Jones, quand il est tout petit, un tout petit Jim Jones, il se fait du coup récupérer par la voisine, qui est une chrétienne vraiment très motivée, hein, une chrétienne hardcore, on veut dire, et qui du coup l'amène au catéchisme. Et donc Jim Jones est, on va dire, introduit à la foi, et en tout cas à la vie chrétienne, etc., la vie catholique, très très tôt, et ça va quelque chose qui va l'accompagner, voilà, tout au long de sa vie. Alors il se dirige très très tôt vers une carrière dans l'hôpital, et donc en fait il est infirmier, et en fait déjà c'est là où il commence à s'intéresser aux théories communistes, en particulier du coup à Karl Marx, à, à Mao aussi, voilà, dictateur chinois, mais voilà, d'une manière générale au communisme et au socialisme. Il s'intéresse aussi au Troisième Reich et à Hitler et à l'Allemagne nazie aussi, dans sa jeunesse. Donc voilà, des influences très, très contradictoires, on va dire. Voilà, pas en ce qui concerne Mao, puisque c'est aussi un dictateur, mais en ce qui concerne l'idéologie socialiste. Euh, Jim Jones, du coup, devient infirmier. Et déjà, ses premières années d'infirmier, il en profite pour ne pas faire payer en secret certaines personnes, des gens qui étaient un peu plus pauvres, qui essayaient de les aider un petit peu. Et voilà. Et c'est vrai que c'est ça qui va un petit peu commencer qui va lui permettre de mettre en place en fait cette idéologie socialiste communiste, d'aider les plus pauvres. C'est là où il va rencontrer sa femme, sa femme, et du coup qui était aussi infirmière, avec qui il va se marier. Mais en fait, très rapidement, Jim Jones va se désintéresser complètement de la religion. Une fois qu'il en fait, il était dans le communisme de plus en plus, et il trouvait qu'en fait c'était quelque chose de voilà qui n'était pas forcément
très représentatif d'une volonté d'égalité, pas non plus, voilà, il ne voulait pas croire à une espèce de dieu cosmique. Il se désintéresse beaucoup de la religion, en tout cas du christianisme classique, on va dire. Et voilà, il s'enfonce de plus en plus vers le socialisme et le communisme à cette époque-là. Mais même s'il se désintéresse de la religion, et là, c'est là la nuance se fait, en fait, vraiment, quand je dis vraiment du christianisme vraiment classique, puisqu'en fait, il veut devenir pasteur et il veut devenir en fait sa propre religion. En fait, il ne veut pas appartenir à une religion, il veut devenir sa propre religion. Il a eu une petite expérience de pasteur avant de lancer sa première église, en fait le début de sa première secte, sa première église en fait, où il était dans une église méthodiste. Et en fait, il est parti très tôt. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, officielle, en tout cas présentée par Jim Jones, c'est que l'Église ne favorisait pas assez l'inclusion des Afro-Américains, prenait pas assez l'égalité entre les gens. Deuxième, c'est que Jim Jones piquait dans la caisse aussi, apparemment. Donc voilà, on ne sait pas trop s'il piquait dans la caisse pour rendre plus pauvres, c'est pas très clair, pas beaucoup de sources sur le sujet. En tout cas, il est parti puisqu'il voulait trouver que l'Église n'était pas assez, pas assez égalitaire et qu'il voulait fonder sa propre Église, du coup son Église égalitaire. Et c'est ce qu'il va faire à Indianapolis, en Indiana. Il va fonder sa première congrégation autour d'une cinquantaine de personnes à qui il va prêcher globalement les idées socialistes, les idées religieuses. Hein. C'est une espèce de socialisme religieux. Hein. C'est c'est de prêcher des idées d'égalité, de défense des plus pauvres, etc., etc. Et c'est vrai que c'est un peu quelque chose qu'on peut retrouver dans une certaine mesure. Par exemple, je pense au Nouveau Testament, au message de Jésus, aider les plus pauvres, aider ceux qui en ont besoin, etc. Mais voilà, là, c'est tourné en tout cas. Voilà, Jim Jones s'est désintéressé des religions classiques. En fait, c'était parce que lui-même voulait devenir sa propre religion et c'est ce qu'il a fait. Alors du coup, c'est vrai que ce qui se passe à Indianapolis au début avec ces 50 personnes, ça marche assez bien d'une manière générale. Il y a pas encore ce qu'il va y avoir par la suite. Et accrochez-vous, mais euh, mais ça se passe très très bien. C'est une congrégation, on va dire, d'une cinquantaine de personnes qui commence à monter de plus en plus au fil des ans. On parle d'une centaine de personnes. Mais c'est une congrégation vraiment très très ouverte où on trouve en fait des gens de différentes classes sociales, différentes ethnies aussi, voilà, des Afro-Américains, des Blancs, etc., etc. En tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose de très ouvert. Et c'est vrai du coup que sa toute première congrégation commence vraiment à monter en puissance et il y a de plus en plus de gens qui veulent la rejoindre puisque voilà, sont très sensibles à ce message d'égalité. En particulier, voilà, il faut penser qu'on est dans les années 60, là, fin des années 60. Donc on est vraiment au pic, on va dire, au pic de plusieurs choses, hein, au pic des conflits aussi raciaux entre les différentes minorités, que ce soit minorité raciale, minorité sexuelle, que ce soit donc les conflits avec les Afro-Américains, évidemment on pense à Martin Luther King, etc. Mais pas que, hein, c'est aussi une époque de conflit pour les droits des Amérindiens, avec le début de la reconnaissance du génocide des Amérindiens par les Américains. C'est aussi une époque de conflit pour les droits de la femme, notamment avec un livre qui s'appelle The Feminine Mystic, qui est sorti aux alentours de 1968, où les femmes expliquent qu'elles sont invisibles dans la société post-Seconde Guerre mondiale, etc. C'est aussi un conflit avec les minorités sexuelles, avec notamment les homosexuels, et on peut aussi penser à Stonewall. Donc c'est vraiment une époque de conflit global, et c'est vrai qu'on a tendance un peu certaines fois à réduire à une ou deux minorités. Maintenant, c'est vraiment une époque de vindicte sociale vraiment très très forte et partout dans la société américaine. Donc c'est pour ça que ce message socialiste, communiste, de je vous écoute, je vais aider les plus pauvres, nous sommes tous égaux, etc., forcément marche très très bien et attire de plus en plus de gens. Sauf que du coup, Jim Jones se retrouve face un petit peu à un petit souci là, c'est que il y a de plus en plus de gens qui veulent rejoindre sa congrégation, hein, on va dire, son groupe. Mais il avait une toute petite salle qui ne pouvait pas accueillir autant de gens et donc il avait besoin d'argent. Et donc voilà, les quelques petites donations qui sont faites sont globalement par des gens très pauvres, hein, donc ça marche, ça, c'est pas avec ça qu'il va acheter une salle plus grande. Et c'est là qu'il commence en fait à mettre en place des faux miracles. Et c'est vraiment quelque chose qui va suivre Jim Jones tout au long de sa carrière, on va dire, de gourou meurtrier. C'est vraiment, en fait, ouais, il va mettre en place des faux miracles. Alors je vous explique comment ça se passe, ces faux miracles. Alors ça a commencé tout d'abord avec des gens qui étaient évidemment des complices dans le groupe.
et qui disait par exemple qu'il avait mal à la tête, et Jim Jones venait, il disait oh je te guéris, tu n'as plus mal à la tête, et donc les gens disaient oh je n'ai plus mal à la tête, c'est fantastique. Donc en fait voilà, ça a commencé comme ça. Jim Jones a enlevé les migraines, quelle chance, pas besoin de Doliprane, mais et mais ça a augmenté, en bizarrerie, si je puis dire, et en farfelu, en un truc de plus en plus farfelu, puisqu'après, Jim Jones pouvait guérir le cancer, rien que ça. En fait, il s'associait avec des infirmiers et des infirmières, je pense, en tissant les liens qu'il avait fait au cours de sa carrière d'infirmier. Et voilà, il prenait quelqu'un dans une foule qui venait, parce que voilà, vous savez bien que les miracles commençaient à attirer des gens et des donations. Et voilà, donc c'est vrai que du coup, quand il y avait cette foule-là, et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait la personne complice prenait une toute petite os de poulet et le laissait tomber dans la gorge d'une personne qui se mettait à tousser, et du coup, et qui avait un cancer ou je ne sais quoi. Et du coup, après, donc, il l'enlevait, et du coup, Jim Jones disait oh, je t'enlève le cancer, machin. Et donc, il crachait l'os, et du coup, les gens voyaient l'os, ils disaient voilà, regardez, Jim Jones a fait cracher le cancer à cette personne-là. Donc, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment voilà, des faux miracles, mais à ce stade-là, c'est presque de la magie, quoi. Hein, vraiment, c'est vraiment un tour de prestidigitateur, mais qui va très très bien marcher, puisque voilà, la popularité de Jim Jones commence à exploser, et il y a de plus en plus de donations qui vont lui permettre d'acheter un temple pour sa nouvelle congrégation, qui contient aux alentours de plusieurs centaines de personnes maintenant, hein, puisqu'on parle voilà, de au moins 200-300 personnes, et ça continue de monter, ça ne s'arrête plus. La popularité de Jim Jones c'est énorme, et, euh, et donc voilà. Donc du coup, c'est là qu'il achète son temple, il va l'appeler The People's Temple. En fait, c'est le nom de sa secte, hein, qui va rester ensuite, The People's Temple, hein, le temple du peuple. Hein. Donc là, on voit bien évidemment l'idéologie communiste derrière, hein, le temple appartient au peuple, etc., etc. Et donc à cette époque-là, Jim Jones c'est vraiment très très populaire. Et il en profite du coup pour influencer la société à Indianapolis, notamment, qui est la capitale de l'Indiana, la plus grande ville de l'Indiana. Et voilà, il en profite pour influencer la société, puisque par exemple, il va faire pression à des commerces autour qui ne veulent pas servir ou engager des Afro-Américains en disant bah, c'est très bien, moi, j'ai une grande congrégation. Si vous ne servez pas ou vous n'engagez pas cette personne-là qui est afro-américaine ou d'une autre minorité, je ferai en sorte que plus personne ne viendra dans votre magasin. Et ça a marché. Et vraiment, ça a vraiment beaucoup marché. Et c'est vraiment, j'ai envie de dommage, avant qu'on se lance dans la suite, que ça ne soit pas arrêté là, tout simplement. Ça aurait été très bien. Puisque, en fait, là, ça a permis à ces gens-là de s'intégrer socialement, en fait, un petit peu de force, avec, voilà, en faisant pression et en utilisant sa popularité pour permettre à ces gens-là de s'insérer dans la société. C'est aussi une époque où, avec les dons, il en profite pour envoyer des gens à la fac. Notamment des jeunes étudiants qui s'inscrivent au People's Temple en échange de leurs frais de fac qui seront payés. C'est quand même assez fou, je trouve. Et voilà. Et voilà, Jim Jones aussi, à cette époque-là, fait parler aussi de lui-même au niveau de sa propre famille, puisque donc il est marié avec, voilà, je dis, il a rencontré sa femme qui était infirmière. Ils ont eu un enfant biologique ensemble, mais ils ont adopté énormément d'enfants, et ils ont adopté déjà 2 petits Coréens. Donc il y a beaucoup d'enfants coréens qui ont été, enfin beaucoup, il y a quelques enfants coréens qui ont été adoptés aux États-Unis après la guerre de Corée, qui était dans les années 50. Et donc voilà, il a adopté 2 enfants coréens, il a adopté une amérindienne, il a adopté, et c'est la première personne à avoir fait ça, c'est une des premières personnes à avoir adopté un petit enfant afro-américain aux États-Unis, et la première personne dans l'État de l'Indiana, en tout cas. Ça, c'est sûr. Donc, c'est vraiment une famille, il appelait ça d'ailleurs The Rainbow Family, la famille arc-en-ciel. Donc, c'est vraiment une famille très multi-ethnique, multiraciale, et voilà, qui est du coup, évidemment, un argument supplémentaire pour que Jim Jones puisse, on va dire, voilà, qu'il puisse montrer à quel point il est ouvert aux minorités, etc., etc., etc. Donc voilà. Mais voilà, du coup, le People's Temple continue de grossir à Indianapolis et en Indiana. Je vous le situe très, très rapidement, mais voilà, l'Indiana, c'est dans le Midwest des États-Unis. Donc voilà, New York, c'est pour la grande carte des États-Unis. New York, c'est en haut à droite. La Californie, c'est en bas à gauche, on va dire. En tout cas, à gauche milieu. L'Indiana, c'est au nord,
au milieu nord, on va dire. Voilà, c'est au milieu nord. C'est voilà, donc ce groupe d'États avec l'Illinois, le Minnesota, etc., qui font un peu le lien avec le Canada. Donc voilà, c'est au milieu nord. Donc c'est vraiment à gauche, voilà, à gauche de tout le groupe New York, New Hampshire, tout ça. Et un petit peu au-dessus et bien au-dessus, on va dire, voilà, du centre des États-Unis, Missouri, etc., Kansas. Donc voilà, c'est au nord, milieu nord. Voilà. Et donc, du coup, logiquement, Jim Jones, là, on est dans le début des années 70. Jim Jones, du coup, on profite pour, une fois que voilà, la congrégation commence à bien exploser en Indiana, il décide d'aller vers la première terre promise, on va dire, pour les idées libérales, la Californie, évidemment. Et du coup, il s'installe proche de la ville libérale par excellence, San Francisco. Et donc là, il y a quand même 140 personnes qui font le déplacement de l'Indiana vers la Californie. Donc on peut le comprendre, hein, parce que bon, déjà Jim Jones avait un contrôle très fort déjà sur ces gens-là, hein. Puis c'était globalement des gens qui étaient un peu perdus, un peu laissés pour compte, qui n'avaient pas forcément la possibilité voilà, on va dire, d'exister, trouver leur place dans la société. Enfin, ils existaient, mais ils avaient du mal à trouver leur place dans la société. C'était globalement des gens voilà, qui souffraient beaucoup. Mais du coup, oui, ils le suivent. Ils le suivent en Californie. Bon, c'est vrai il fait moins froid, hein, en Californie qu'en Indiana, hein. Les hivers sont moins rudes, hein. Il n'y a quasiment pas d'hiver en Californie. C'est pas le cas en Indiana, hein, puisque c'est un des endroits où il fait le plus froid des États-Unis avec le Minnesota, etc. Donc voilà, il bouge en Californie pour un temps meilleur, mais c'est là aussi où les choses vont vraiment, vraiment commencer à dérailler, on va dire, plus qu'autre chose. Puisque Jim Jones va connaître une popularité extrême en Californie. Et quand je vous dis extrême, c'est vraiment énorme, et vous allez voir dans la suite du podcast. Mais c'est là aussi où en fait ces comportements, on va dire ces comportements violents ont explosé aussi. Et je pense qu'évidemment c'est forcément un petit peu lié, on va dire. Voilà. Donc Jim Jones et le People's Temple partent en Californie. Jim Jones, du coup, devient professeur d'histoire. Il en profite pour enseigner le marxisme aux jeunes élèves et recruter pour le People's Temple. Comme je vous ai dit, en plus, il utilisait l'argument d'envoyer les gens à la fac. Alors, vous le savez peut-être pas, mais la fac, l'université coûte très, très, très cher aux États-Unis. Je pense, voilà, aux grandes universités, en plus, voilà, de la côte ouest. Je pense à Berkeley ou USC, ou ces grandes universités, c'est des semestres à plusieurs dizaines de milliers d'euros, hein. Donc c'est très très cher. Donc voilà, c'est pas du tout comme chez nous, et heureusement d'ailleurs que chez nous c'est pas encore comme ça, même si évidemment j'ai l'impression que certains veulent que ça le devienne, et c'est bien dommage. Mais voilà, l'université est très chère, donc il en profite pour recruter, pour envoyer des gens à l'université. Mais du coup, il commence aussi à avoir des relations avec les membres de sa secte, hein, évidemment avec des femmes et avec des hommes, hein. Jim Jones était bisexuel, du coup, voilà, il avait des relations pas forcément consenties. Certaines étaient consenties, même si on peut se poser la question du consentement quand on a affaire à un gourou, évidemment. Mais voilà, certaines étaient consenties, certaines n'étaient pas consenties. On commençait déjà à avoir des viols envers des hommes, envers des femmes de la secte. Et en fait, sa femme avait une grave maladie au dos et ne pouvait plus bouger. En fait, elle était alitée, malheureusement pour elle. Et du coup, voilà, Jim Jones l'a menacée en quelque sorte, lui a présenté le fait qu'il allait avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, en plus ou moins menaçant de dire c'est ta faute, quoi, parce que tu ne peux plus me satisfaire sexuellement. Et malheureusement, vu la façon dont est fait le mariage, particulièrement aux États-Unis, et particulièrement à cette époque-là, dans les années 70, c'est absolument certain que n'importe quelle cour de justice aurait donné raison à Jim Jones, hein, puisque évidemment la justice est très 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 misogyne, très en faveur des besoins masculins, on va dire. Et du coup, ça faisait partie des devoirs de la femme dans le cadre du mariage, de satisfaire son mari. Malheureusement, voilà, c'est la réalité, hein, voilà, de la société, en tout cas particulièrement de l'époque. Et donc c'est vrai que ça aurait pu, voilà, c'est pour ça qu'il a utilisé ça pour faire pression. Mais du coup, Jim Jones commence à avoir beaucoup de relations sexuelles avec les membres de sa secte,
Enfin de ce groupe, en tout cas cette congrégation. Je suis pas sûr qu'on puisse parler véritablement de secte. En tout cas, on pouvait pas en parler à Indianapolis. On va pouvoir commencer à en parler quand on est à San Francisco. Mais du coup, la popularité du People's Temple explose à San Francisco, vraiment explose. Et du coup, il ouvre des branches absolument partout en Californie, que ce soit du coup, voilà, il s'était installé dans une petite ville à côté de San Francisco, mais il s'installe à San Francisco, une branche à Los Angeles, un peu partout en Californie. Donc c'est vrai, ça en dit long, je trouve, sur voilà, sur la popularité du People's Temple. Hein. Et en 1973, on compte pas moins de 36 000 abonnés à la newsletter, donc c'est vrai que c'est assez fou. Alors il faut savoir du coup que les miracles qu'il avait commencé à Indianapolis continuaient. Hein. D'ailleurs, il en faisait toujours à Indianapolis, il en faisait un peu partout aux États-Unis. Mais voilà, il en faisait de manière très 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 active et très agressive en Californie, vraiment partout, 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 partout. Des fois même où il appelait, il y avait un de leurs ruses, on va dire, qui faisait beaucoup peur aux gens, qui fonctionnait bien. Du coup, il appelait quelqu'un au hasard en disant vous allez avoir un cancer, mais je peux vous aider, machin. Et du coup, les gens ont souvent été pris de panique en disant oui, aidez-moi, aidez-moi. Voilà, évidemment, si vous voulez que je vous aide, il faut vous inscrire à la newsletter, il faut payer ça, il faut payer ça, il faut payer ça. Donc voilà. Donc il y avait beaucoup de revenus qui étaient générés par Jim Jones et par le People's Temple, avec notamment voilà, ces 36 000 abonnés à la newsletter. C'est énorme hein, pour l'époque. Hein. Il ne s'agit pas juste de s'abonner comme on est aujourd'hui à des newsletters. On est tous abonnés à des newsletters dont on n'arrive pas à se dépêtrer. Là, on reçoit 150 mails par jour. Et ben là, c'était le People's Temple. C'est un autre type de newsletter. Mais du coup, sa popularité était telle qu'il a commencé à tisser des liens très, très forts avec des politiciens, et notamment avec la famille Carter. Voilà. Donc d'ailleurs, voilà, et notamment avec la femme de Jimmy Carter, qui est devenu président des États-Unis en 1976. Là, donc on était en 1973, donc ça en dit long, je trouve, sur l'influence de Jim Jones. Voilà, Jimmy Carter, évidemment, président de gauche, hein, de la vraie gauche, hein, parce que la gauche et la droite des États-Unis, c'est quelque chose d'assez complexe, mais c'est quand même quelqu'un de vraiment de gauche. Et du coup, voilà, on peut comprendre pourquoi, en un sens, il aurait pu être sensible à cette idéologie, puisqu'en apparence, Jim Jones mettait en avant une idéologie marxiste, socialiste, etc. Et du coup, oui, Jim Jones mangeait souvent avec la femme de Jimmy Carter, Rosalind Carter, et du coup avec le président, enfin le futur président, et était vraiment bon ami des deux. Et il avait d'ailleurs été mis en avant et vraiment présenté comme un héros par le futur vice-président voilà, de Jimmy Carter, Walter Mondale. Donc c'est vraiment énorme la popularité de Jim Jones. Mais du coup, voilà, cette popularité-là fait aussi que Jim Jones se retrouve encore plus dans l'œil du viseur, si je puis dire. Et en fait, voilà, c'est pratique, de faux miracles ont explosé, mais c'est aussi, une fois en Californie, c'est pratique c'est les viols, la violence envers les membres du People's Temple a explosé. Et là, c'est vraiment devenu, on va dire, un espèce de gourou fou, si je puis dire, qui violait à tout va, qui frappait ses membres et qui, en apparence, présentait une idéologie socialiste, communiste, etc. C'est magnifique, on s'aime tous. Et puis, en fait, derrière, contrôler chaque fait et geste des membres et les frapper et leur forcer à avoir des relations sexuelles avec lui. Mais voilà, du coup, voilà, certains membres ont déjà commencé à quitter le People's Temple une fois en Californie, et c'est vrai qu'ils ont saisi les médias, etc. Et il a commencé à avoir une mauvaise publicité autour de Jim Jones, forcément, logiquement, hein, d'autant plus qu'en Californie, il y a beaucoup de médias, hein, que ce soit le LA Times, San Francisco Chronicles, il y a vraiment de grands médias. Et donc, voilà, il y a d'anciens membres qui ont voulu dénoncer tout ça, et jusqu'au fait, en fait, que en fait, il y a une, il y a, il y a, il y a une, il y a une commission qui a été lancée par le gouvernement, à force que certains membres soient alertés, qui a voulu envoyer un médecin en fait à Indianapolis. Donc, comme je vous l'ai dit, Jim Jones c'était surtout en Californie, mais il y avait encore des miracles qui étaient faits à Indianapolis pour enquêter sur cette fameuse pratique des miracles, parce que bon, ça paraît quand même assez incroyable que quelqu'un arrive à guérir le cancer juste avec sa simple parole. Et donc, forcément, une fois que Jim Jones a su qu'il allait avoir cette enquête, il a décidé d'arrêter de faire ces miracles à Indianapolis pour ne pas du coup forcément être inquiété. Mais du coup, Jim Jones a commencé à devenir très très paranoïaque. Du coup, pensait qu'il était espionné par la CIA, et en réalité, ça c'est peut-être possible parce que la CIA surveillait vraiment de très 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 près les gens qui avaient des idéologies communistes socialistes à l'époque.
Donc ça paraît pas complètement fou, on va dire, que la CIA surveille de très près Jim Jones et envoyait peut-être des espions ou des taupes au sein de la secte. Ça me semble vraiment une explication très plausible. Pas forcément pour la secte, parce que je pense vraiment que ça n'avait rien à foutre de la secte, loin de là. Que les gens se fassent maltraiter, violer, etc. Au pire, c'est pas grave, j'ai envie de dire, pour la CIA, mais je pense que le vrai problème, c'était l'idéologie socialiste et communiste présentée par Jim Jones. Il faut penser qu'on était on était en plein cœur de la guerre froide, du conflit non armé, en tout cas, du conflit à distance entre l'URSS, socialiste communiste, et les États-Unis, on va dire capitaliste, même si c'est un peu réducteur tout ça. Mais vraiment, je réduis dans les grandes lignes le programme de terminale. Mais voilà. Donc voilà, l'anticommunisme était vraiment très très fort et la CIA évidemment était un organe de l'État américain qui était là pour espionner beaucoup de choses et notamment lutter de manière plus ou moins officielle contre le communisme. Et donc forcément, voilà, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés mis sous écoute, suivis, etc., parce qu'ils étaient peut-être des espions, l'URSS, etc. D'autant plus que Jim Jones était vraiment un admirateur de l'URSS, un admirateur complètement épris de Staline, Lénine et de Mao, donc vraiment de tous les ennemis en fait des États-Unis. Donc vraiment, ça me semble tout à fait possible que la CIA était en train d'espionner Jim Jones. Il y a aussi, et ça c'est un petit peu, on va dire, Jim Jones a aussi été inquiété, mais pour quelque chose que je trouve vraiment triste d'un côté. En fait, il y a certains membres du People's Temple qui sont partis et qui ont dénoncé le People's Temple comme étant en fait un repère à homosexuels. Et ça, c'est vrai, je trouve que c'est vraiment triste. Du coup, puisque je pense qu'il y avait vraiment des gens qui étaient en fait homosexuels et qui trouvaient pas leur place dans la société américaine et qui sont en fait fait avoir par ce message, on va dire, d'égalité de paix, où en gros ils étaient bienvenus, et peut-être que pour certains d'entre eux ils l'étaient, j'en sais rien, mais voilà, et certains en fait étaient homosexuels, et du coup voilà, c'est vrai qu'il y a eu une grosse campagne anti-homosexuelle voilà, dans la presse, etc., contre le People's Temple et contre certains de ses membres, pas forcément Jim Jones, même si lui était bisexuel. Mais en tout cas, ouais, une vraie campagne anti-homosexuelle, et ça, je trouve assez triste. Il faut savoir en plus que du coup, voilà, ces anciens membres qui sont partis ont accusé les autres de sodomie, et c'est quelque chose qui était puni encore par la loi aux États-Unis, et qui était puni jusque très tard. Et, euh, et je vais vous laisser deviner, je vais vous laisser quelques secondes pour deviner quelle année ça s'est arrêté. Et accrochez-vous, c'est vraiment très tard. Les sodomie laws, c'est réel, ont été abolis, on va dire, ont été rendus caduques par la Cour suprême des États-Unis. La Cour suprême, pour faire très simple, c'est le tribunal ultime, en fait. C'est le président qui nomme des juges dans cette Cour suprême, les présidents qui nomment des juges dans cette Cour suprême et qui, du coup, décident. En fait, on peut faire un recours à eux en cas extrême, au cas où ça serait pas, voilà, une décision ne serait pas constitutionnelle, et donc qui ne serait pas du coup en accord avec la Constitution des États-Unis. Donc c'est très très important. Ils ont énormément de pouvoir aux États-Unis, notamment aujourd'hui pour l'avortement. C'est vraiment une question clé justement. La Cour suprême et son rôle dans l'avortement. Et à cette époque-là, du coup, il aura fallu attendre 2003 pour que ces sodomie laws soient jugés non constitutionnels. Du coup, en fait, c'est des lois qui visaient à punir les homosexuels, tout simplement, aux États-Unis. Elles étaient encore très présentes dans le Sud. Et en fait, la Cour suprême a jugé du coup non constitutionnel en 2003 au Texas. Une personne qui avait du coup été accusée par la loi de sodomie, en fait. Et du coup, voilà. Il aura fallu attendre 2003 pour que ce soit plus un crime, on va se dire, à proprement parler. Donc je trouve ça absolument fou. Et j'avais pas idée que c'était aussi tard. J'avoue, c'est en faisant des recherches pour tout ça que j'ai su que c'était aussi tard. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie. Parce que c'est vrai qu'on pense que la cause homosexuelle, c'est un peu libéré, on va dire, après Stonewall, mais c'était encore loin du compte. Évidemment, il y a les années 80 avec le sida, etc. Mais on y reviendra, parce que c'est très, très abordé dans American Horror Story. Donc, je vais pas me lancer là-dedans, je vais pas faire une trop grosse digression sur ça. Mais c'est vraiment une histoire assez triste et très intéressante, je trouve. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très abordé dans American Horror Story, largement. La question du sida des années 80, de l'homophobie, etc. Donc, j'y reviendrai. Voilà. Mais bon, en dehors de ça, Jim Jones a aussi été arrêté pour la première fois par la police peu de temps après pour une raison je ricane un peu parce que vraiment c'est assez
c'est assez fou, on va dire. Il aurait été pris en train de se masturber dans les toilettes d'un cinéma à côté d'un policier sous couverture. Vous savez, c'est les toilettes des hommes là dans les cinémas ou autres. Vous savez, c'est où on peut se voir en fait. Hein. Et du coup, il aurait regardé le policier, il lui aurait fait un petit signe, et il se serait masturbé devant lui. En fait, il savait pas que c'était un policier sous couverture. Je sais pas ce qu'il voulait faire, mais en tout cas, voilà, il voulait peut-être entamer une relation avec lui ou je ne sais quoi. Et du coup, il a été arrêté, du coup, pour atteinte à la pudeur, hein, puisqu'il est interdit de se masturber devant des gens, logiquement, en public. Euh, et on pourrait penser que voilà, c'est une atteinte à la pudeur quand même. En plus, se masturber devant un policier, ça allait quand même coûter cher à Jim Jones. Mais pas du tout. Pas du tout, puisque en fait, il s'est arrangé avec le juge pour ne pas être inquiété et pour que il a été relâché très vite, pour ne pas être inquiété, pour que son dossier soit complètement détruit et pour qu'en fait l'affaire soit complètement étouffée. Donc c'est vrai que là, on peut se poser des questions quand même, parce que ça paraît assez fou, on va dire, qu'une atteinte à la pudeur aussi importante passe sous silence. Et du coup là, on peut repenser à ses relations avec des membres haut placés des politiciens, on va dire, hein, des futurs présidents des États-Unis et autres. Hein. Je pense que voilà, son influence était beaucoup plus vaste que ça. Et on peut se poser aussi la question, moi je me pose beaucoup la question du rôle de la CIA dans tout ça. Est-ce que la CIA lui a pas fait pression pour dire, voilà, le laisser partir, ou essayer de récupérer des infos sur lui, parce que je pense que c'était quand même une personnalité qui devait beaucoup inquiéter le gouvernement américain, parce que on parle quand même de 32 000 personnes qui adhèrent plus ou moins directement à une idéologie communiste socialiste, donc qui adhère à quelque chose qui est considéré comme de l'anti-américanisme, hein, qui est considéré comme ennemi en fait. Donc je pense que voilà, il y a quelque chose de louche dans tout ça qu'on on ne saura jamais certainement, mais en tout cas forcément cette arrestation et même cette libération a rendu Jim Jones encore plus paranoïaque, vous doutez bien, et pensez encore plus que qu'il était suivi, qu'il était écouté. Et du coup, forcément, c'est là où il s'est dit qu'il valait mieux quitter les États-Unis une bonne fois pour toutes il voulait continuer ce qu'il faisait. Et c'est ce qu'il va faire. Et c'est là que tout va complètement basculer définitivement. Et c'est ce que je vais vous raconter dans la deuxième partie du podcast. Restez avec moi. C'est la fin de cette première partie. Et on se retrouve pour la suite. Le départ à Johnstown et le meurtre ou le suicide collectif des 900 personnes. Allez, on se retrouve pour la partie 2 du podcast Histoire d'horreur. Du coup, dans la première partie, je vous ai expliqué comment Jim Jones a explosé en termes de popularité en Californie et notamment tisser des liens très forts avec certains grands politiciens, notamment le futur président Jimmy Carter. Mais du coup, qui commençait à devenir de plus en plus paranoïaque et qui pensait que la CIA et d'autres organes politiques, etc., le surveillaient, avec beaucoup de membres d'ailleurs qui avaient quitté le People's Temple qui commençaient vraiment à le dénoncer. Et donc pour Jim Jones, ça y est, il était temps de quitter les États-Unis pour aller en terre promise, pour aller là pour lui, ils seront libres, ils seront tranquilles pour laisser aller cette idéologie socialiste, etc. de Jim Jones. Et donc ils vont choisir la Guyane et s'y installer. La Guyane, en fait, ils ont choisi cet endroit-là pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'était perdu en plein milieu de la forêt amazonienne, donc proche du Brésil, et que du coup, ils allaient être vraiment isolés en fait du reste du monde. Donc ça, c'est très important quand on veut fonder une secte, forcément. Mais pas que, en fait. Hein, c'est aussi un endroit qui était sous contrôle britannique jusqu'à pas si longtemps que ça, et qui venait d'avoir une révolution socialiste communiste, et donc qui venait d'être indépendant. Donc c'était un nouveau pays à proprement parler, en tout cas libre depuis peu de temps, euh, avec du coup pas beaucoup de moyens financiers, et donc forcément très sensible à une proposition faite par Jim Jones. Donc c'était vraiment très facile de s'y installer. Et ça a été aussi très facile d'y faire venir des gens. Alors en fait, il y a quelques personnes qui sont allées au début pour tout installer, pour tout construire. Et pendant ce temps-là, les autres restaient encore en Californie. Et donc en fait, Jim Jones y était aussi. Et il faisait des allers-retours et il tournait en fait des clips publicitaires en disant à quel point ça allait être un Éden, à proprement parler, vraiment quelque chose de magnifique avec plein de fruits. Les gens allaient y aller pour manger des fruits, pour être libres, ils ne travailleront pas.
Ça sera la belle vie, c'est magnifique, ce sera l'égalité totale, personne ne sera plus au cloître, ce sera la belle vie, etc., etc. Et donc du coup, beaucoup de gens arrivent à Johnstown, donc en Guyane, hein, du coup, ça s'appelle Johnstown, hein, donc la ville de Jones, hein. Et évidemment, ce n'est pas ce qu'ils trouvent. Et au lieu d'un Éden, hein, du paradis, c'est vraiment un enfer, on va dire. C'est un camp de travail communiste, en fait, qu'ils trouvent tout simplement. Puisqu'en fait, les gens qui vont être à Johnstown vont être déjà sous contrôle total de Jim Jones. C'est lui qui va décider de tout ce qu'ils font, de tout, absolument tout. Mais surtout, ils vont être forcés à travailler toute la journée, pendant 10 à 12 heures par jour et même plus. Et après leur journée de travail, c'est pas de repos. Euh, c'est l'heure de la propagande communiste et du coup de Jim Jones qui lit les infos, etc., etc. Donc c'est vraiment un camp de travail à proprement parler, un camp de travail communiste, hein, comme on en trouve, avec vraiment un lavage de cerveau autour du communisme et du travail forcé. Et en plus des conditions de vie qui sont vraiment extrêmes, puisqu'en fait, la plupart des gens n'ont même pas de lit, en fait, ils dorment à même le sol, dans des espèces de baraques où les gens sont entassés, puisqu'en fait, il y a beaucoup plus de gens que prévu qui sont arrivés à Johnstown. Les gens ont afflué vraiment pour rejoindre Jim Jones et les autres, et il y avait vraiment beaucoup de monde, donc en plus de voilà, des conditions de vie qui sont vraiment pas ouf, qui étaient prévues de base, et ben là, du coup, il y avait encore plus de gens dans des conditions de vie pas ouf. Mais voilà, pourtant ça n'arrêtait pas les gens pour venir, en tout cas pour vouloir rejoindre le People's Temple. Et c'est vrai que quand on voit les publicités, et j'ai vu un petit extrait d'une des publicités, voilà, c'est sûr que les gens pourraient se laisser berner, parce que on voit des arbres, des fruits, et du coup il y a Jim Jones qui dit qu'ils vont être libres, heureux, etc. etc. Et, du coup, voilà. Mais en fait, c'est pas du tout ce qu'ils vont trouver, comme je l'ai dit, puisque c'est vraiment conditions de vie horribles où les gens travaillent jusqu'à l'épuisement, ils n'ont pas le droit évidemment de contredire Jim Jones et ils vont subir évidemment des abus en tout genre, des abus sexuels, abus psychologiques et tout ça. Mais en plus du coup il n'y a vraiment pas d'argent à Johnstown et en fait la terre n'est pas du tout fertile. Et ça c'est le vrai problème aussi, enfin, le vrai problème matériel de Johnstown. Parce qu'en fait ces gens-là travaillent la terre toute la journée mais en fait elle n'est pas fertile, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui vient. Et du coup, en fait, ils sont obligés d'importer des États-Unis absolument tout. Donc du riz, en fait, globalement, puisqu'en fait, le seule nourriture qu'ont ces gens-là, c'est du riz. Ça fait vraiment penser au camp de prisonniers, camp de concentration communiste. Ça me fait penser, du coup, à la propre histoire de ma famille, puisque mon grand-père a été fait prisonnier quand il était en Indochine, du coup, au Vietnam. Et il était dans un camp de prisonniers vietnamien, en tout cas. Et, euh, et, euh, et ouais, il servait que des petites rations de riz, quoi. C'est vraiment et de la propagande communiste. Donc c'est vraiment le schéma, on va dire, des camps de concentration communistes. D'ailleurs, Jim Jones avait vraiment parlé de l'inspiration de la Chine. On sait qu'il lisait beaucoup Mao, qu'il était aussi un grand fan d'Hitler, on va dire, des fans d'Hitler, de Mao et des dictatures nord-coréennes aussi. Donc c'est vrai que voilà, il a vraiment mis en pratique tout ça en créant vraiment un camp de travail. En plus, bon, c'est vrai que un autre élément à pas à négliger, c'est que 68% des membres de Johnstown étaient des Afro-Américains. Et d'ailleurs, il y a une des survivantes qui a pris la parole, et c'est sur une série Netflix que je vous recommande vivement, qui est Comment devient-on, comment créer une secte, un truc du genre. Euh, Vraiment, en fait, qui explique pas à pas comment ce que j'utilise en fait les gens qui créent des sectes pour les mettre en place. Et donc, il y a une des survivantes qui était donc une afro-américaine qui raconte qu'elle s'est fait complètement berner par tout ça et qu'elle pensait trouver un endroit libre, elle n'allait pas travailler et tout. Mais en fait, au final, elle confie en fait avoir vécu en fait l'esclavage, puisque Jim Jones, évidemment, lui ne travaillait pas, et qu'il avait un cercle de quelques personnes du coup autour de lui qui étaient tous des blancs et qui faisaient travailler ces gens-là qui étaient des Afro-Américains dans des plantations. Donc c'est vraiment l'impression de revivre. Elle l'avait pas vécu elle-même, mais en tout cas que les Afro-Américains présents à Johnson allaient revivre l'esclavage. Et c'est vrai que ça rappelle vraiment voilà, l'esclavage, hein, c'est des gens qui étaient déplacés et qui étaient forcés à travailler, quoi. Hein. Donc c'est vrai on est sur quelque chose d'assez similaire. Et voilà, donc voilà, mais malgré voilà, ces conditions de vie absolument horribles et la propagande communiste, les membres de Johnston, voilà, ça ne diminue pas et ça ne cesse d'augmenter au point où vraiment la situation est critique pour tout le monde en fait, puisqu'il y a vraiment plus de place.
Mais bon, voilà, on peut imaginer du coup que Jim Jones était bien content d'avoir tous ces gens à son service, même si ça n'avançait pas, qu'il n'y avait pas particulièrement d'argent qui en sortait nulle part, puisqu'en fait, euh, la colonie de Johnstown, on va dire, vivait globalement grâce à l'argent des gens qui étaient là, mais c'était pas des gens très riches, hein, comme je dis, c'était beaucoup de gens qui étaient des pauvres, des gens ostracisés, des gens qui vivaient, la plupart des gens étaient des gens de la banlieue de San Francisco, des gens qui étaient en difficulté financière terrible, mais qui touchaient des petits chèques d'aide de l'État, des chèques d'aide sociale, etc., tellement ils étaient pauvres. Et en fait, c'est Jim Jones qui a encaissé ces chèques-là en Guyane pour importer du riz, du Kool-Aid, hein. Vous verrez que ça a son importance pour la suite, parce que c'est pas cher. Et, euh, et voilà, et un peu d'œufs aussi. Apparemment, les personnes les plus fragiles avaient droit à des œufs. Et évidemment, par contre, lui avait droit à sa propre maison avec des dîners de seigneur, etc. Donc voilà, il vivait lui une vie très confortable. Mais évidemment, ces conditions de vie vont commencer à être pointées du doigt. Il y a quelques rares personnes qui arrivent à s'échapper à cette époque-là, du coup qui reviennent aux États-Unis, qui racontent ce qui s'est passé. Je dis bien que c'est le choc global, hein, un camp de travail communiste avec des ressortissants américains, c'est absolument fou. Mais ça va pas plus que ça alerter le gouvernement. Il y a quelques tentatives qui vont être faites, mais qui vont pas forcément aboutir. On sait pas trop pourquoi, et ça c'est vraiment très bizarre, je trouve, parce que c'est vrai que ça aurait dû alerter beaucoup plus le gouvernement d'une manière générale, mais c'est vrai, non, pas tant que ça. Apparemment, c'était toujours arrêté par on ne sait qui. On ne sait qui, et c'est vrai que ça va forcément nourrir évidemment les théories du complot et autres. Mais, euh, mais donc voilà. Mais par contre, il y a un événement qui va forcément dynamiter, on va dire, la situation. C'est en fait, il y a un couple qui était au début du People's Temple en Californie ensemble, qui a du coup conçu un enfant ensemble, cet enfant est né, etc. Le problème, c'est que le couple a divorcé. Et donc, ils étaient en dispute légale pour savoir qui allait avoir la garde de l'enfant. Le père, le mari, n'était plus dans le People's Temple, et la femme, par contre, était encore dans le People's Temple. Et du coup, quand Jim Jones a su qu'il allait avoir une dispute pour l'enfant, il a dit à la femme de le prendre et de se barrer à Johnstown avant le procès. Donc en fait, c'est un cas d'enlèvement, c'est extrêmement grave. Et du coup, c'est là que, en plus de toutes les inquiétudes et de tous les membres aussi, les membres de la famille de ces gens-là, parce que vous imaginez, ce sont des ressortissants américains qui sont perdus sur un territoire étranger, un territoire en plus quand même une semi-zone de guerre, hein. En tout cas, qui était une zone de guerre jusqu'à pas si longtemps. Dans des conditions, on ne sait pas trop. Franchement, vu ce que racontaient les autres, je pense qu'ils pouvaient se faire une idée. Et évidemment, le courrier a été filtré à Johnstown, hein. Jim Jones et sa brigade lisaient tout. Il forçait ceux qui avaient écrit des messages négatifs à réécrire des choses positives sur Johnstown. Et évidemment, avec des punitions et autres. Mais voilà. Donc les gens savaient pas trop, mais moi je me disais qu'il y avait quelque chose de louche. En tout cas, voilà, que ça sonnait pas comme les membres de leur famille. Donc il y avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup d'inquiétudes. Et donc au final, ça a fini par arriver aux oreilles d'un parlementaire, Léo Ryan, quelqu'un d'extrêmement courageux, qui s'est dit, écoutez, voilà, c'est mon devoir en tant que représentant élu d'aller m'occuper des gens qui m'ont élu. Et donc il a décidé de se rendre à Johnstown pour vérifier ce qui se passait. Il a pris avec lui un caméraman de la chaîne NBC, qui est une des plus grandes chaînes de la télévision américaine, et des journalistes du Time Magazine, donc c'est vraiment le plus grand magazine, un des plus grands magazines du monde, hein. Et, euh, et du coup, donc ils arrivent à Johnstown, et ils s'attendent quand même à trouver quelque chose d'assez critique, hein, au vu de ce qui a été raconté, vraiment une espèce de camp de travail où les droits de l'homme sont bafoués, mais pas du tout. Évidemment, Jim Jones était au courant de leur venue. Et donc forcément, il avait mis en place une espèce de mascarade. Et donc quand ils sont arrivés, c'est la joie, c'est la fête, tout le monde chante, tout le monde danse, on les prend par la main, tout le monde est heureux, tout le monde n'arrête pas de crier à la joie, ils sont ravis, c'est la belle vie, c'est magnifique, c'est sublime, The People's Temple, mais alors vraiment on ne peut pas rêver mieux, c'est le paradis. Non, hein, pas du tout, hein, mais en tout cas c'est la mise en scène qui avait été présente ce jour-là. Et, et en fait, on peut imaginer que ça a été répété au millimètre près. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un des grands classiques des dictatures, hein, aussi, hein, qui répètent les cérémonies. Je pense voilà, aux cérémonies des Jeux Olympiques, par exemple, en Allemagne, ou à l'époque du nazisme, mais aussi surtout en Chine, hein, plus récemment, puisqu'on parle quand même d'une dictature avec des camps de concentration, encore aujourd'hui en Chine, hein. Mais voilà, donc c'est vraiment un grand classique.
Mais ça ne va pas marcher puisque il y a des membres qui voulaient s'échapper, qui vont réussir à glisser une note au caméraman de NBC en disant s'il vous plaît, aidez-nous à partir de là. Et donc là, Léo Ryan, une fois qu'il est au courant de ça, se rend compte de la gravité de la situation et du coup, il est pas bête, hein, il se dit du coup que voilà, il y a une situation grave et des gens qui veulent partir. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a les vidéos de lui à Johnson, parce que tout était enregistré, que ce soit filmé ou en audio en permanence à Johnstown. En fait, tout le monde était surveillé. Et du coup, on peut encore penser à la société de surveillance chinoise aujourd'hui. Euh, et, euh, et voilà, du coup. Et donc, en fait, on voit Léo Ryan en train de chanter, danser avec les gens et de faire un discours en disant mais je suis ravi que vous soyez si heureux, etc. etc. Euh, donc, c'est assez marrant. Mais du coup, voilà, quand il a la note, du coup, là, il comprend la gravité de la situation et donc il s'entretient avec Jim Jones et il dit non, je ne partirai pas. Je ne partirai pas sans ces gens qui veulent partir. C'est leur droit en tant que ressortissants américains d'être aidés par le gouvernement pour retourner sur le sol américain là où ils viennent. Hein, voilà. Donc c'est son devoir en fait hein, de parlementaire, mais c'était aussi le devoir de l'État américain. Donc 15 personnes vont partir avec Léo Ryan. Donc a priori Jim Jones dit mais allez-y, c'est pas grave, vous voulez partir, j'accepte, il n'y a pas de problème, vous avez le droit, tout le monde est libre ici évidemment. Et donc, ils s'apprêtent à partir, ils sont très proches de la liberté, très proches de cet avion qui va quitter le tarmac de la Guyane pour rejoindre les États-Unis. The land of the free and the home of the brave, hein, comme on dit. Euh, et, euh, et non. Et non, puisque à ce moment-là, il y a une personne qui arrive en courant sur le tarmac et qui dit mais s'il vous plaît, prenez-moi, prenez-moi, prenez-moi. Mais en fait, les autres membres disent non, non, il faut pas le prendre, il faut pas le prendre, parce que cette personne-là, c'est une proche de Jim Jones, c'est son plus fidèle allié, il vient pas pour nous faire du bien. Léo Ryan se dit bon, écoutez, je peux pas laisser qui que ce soit, c'est pas correct, voilà, si je vous prends, je peux pas laisser lui, peut-être qu'il était proche mais qu'il l'est plus, voilà, les gens changent, etc., etc. Donc Léo Ryan descend, il dit bon allez monter dans l'avion avec plaisir, etc. Mais pendant que Léo Ryan descend, et là arrive une brigade armée, parce qu'en fait Jim Jones avait mis en place une brigade armée pour le défendre, et qui était entraîné en permanence à gérer les problèmes d'invasion, parce qu'en fait Jim Jones entraînait tout le temps ses fidèles à l'idée qu'ils allaient être envahis et attaqués par le gouvernement américain, et donc il fallait pouvoir se défendre, etc. etc. Donc du coup arrive cette brigade, Red Brigade, hein, la brigade rouge, donc évidemment on pense au communisme, hein, et qui ouvre le feu sur ce pauvre Léo Ryan qui était venu en plus se dire s'il vous plaît. D'abord qui ouvre le feu sur l'avion et donc Léo Ryan descend et dit s'il vous plaît arrêtez de tirer, arrêtez de tirer, et lui ils ouvrent le feu sur Léo Ryan et le massacre. Et la personne qui était rentrée, la dernière personne que les autres membres disaient non, non mais il faut s'en méfier, ouvre le feu sur les autres membres dans l'avion et tue une dizaine de personnes dont les caméramans et les journalistes. C'était un massacre total. Mais là les choses sont allées beaucoup trop loin, comme vous vous en doutez, puisque un membre du Congrès américain est mort en fait. Un représentant de la nation américaine est morte par la main des membres du People's Temple. Donc la situation est beaucoup trop grave. Et c'est là où du coup, voilà, Jim Jones sait que c'est terminé pour lui et il demande à ses membres de boire un Kool-Aid empoisonné, hein, et de se suicider. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui avait été répété par Jim Jones. Et en plus, comme je vous dis, tout était enregistré, donc en tout cas, on a ces dernières heures qui avaient été répétées par Jim Jones, puisque en fait, il avait mis en place quelque chose qui s'appelait des White Nights, qui étaient en fait des nuits où les gens étaient réveillés en sursaut, et en fait, les gens étaient complètement en état de choc tout le temps, donc ils ne pouvaient pas savoir que c'était un exercice. Et donc on leur disait qu'ils étaient attaqués, qu'il y avait une guerre nucléaire, etc., qu'ils étaient attaqués par le gouvernement américain, qu'il fallait aller vite, etc. Et donc il y avait plusieurs scénarios, dont un qui était de se donner la mort en buvant du Kool-Aid. Donc souvent, ils testaient la loyauté de ses fidèles en leur faisant boire du faux Kool-Aid empoisonné. Et les gens pensaient qu'ils allaient mourir, que c'était la fin. Mais non, en fait, non, ils vivaient et ça continuait. Peut-être qu'ils auraient probablement préféré mourir, je pense, à ce moment-là. Mais ils étaient toujours là. Et, euh, et du coup, voilà. Du coup, c'est quelque chose qui avait été vraiment répété par Jim Jones et le People's Temple à de nombreuses reprises. Du coup, c'est vrai que du coup, les White Knights, c'est vraiment quelque chose qui fait appel aussi à un passé raciste assez fort, puisque White Knight, ça fait penser au Ku Klux Klan, voilà, le groupe suprémaciste blanc qui massacrait des noirs au cours de lynchage pendant la nuit et qui brûlait des croix
pour montrer ce qu'ils avaient fait. Et du coup, ça s'appelait beaucoup des White Knights, hein, puisqu'ils étaient habillés en blanc. Ils ont une espèce de toque blanche. Donc voilà, c'est vraiment une histoire sombre, on va dire, très très sombre de l'histoire des États-Unis, et du coup, qui faisait appel beaucoup à la peur de ces gens-là. Faut penser que les gens étaient dans la peur constante, puisque Jim Jones contrôlait les informations, et en fait disait que les Afro-Américains étaient parqués dans des camps de concentration aux États-Unis. Alors ça peut paraître fou comme ça, mais ça n'est pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient connu les camps de concentration, déjà parce qu'il y avait des gens qui avaient connu la Seconde Guerre mondiale, mais aussi parce qu'il y avait des camps de concentration aux États-Unis, mais pour les Asiatiques, qui étaient du coup des ennemis après l'attaque de Pearl Harbor, notamment les Japonais. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se disaient, mais ça peut recommencer en fait, puisqu'en fait, il y a eu des camps de concentration aux États-Unis aussi, organisés par l'État américain. Donc voilà. Et donc, en gros, il disait aussi tout le temps aux gens qu'il y avait une guerre nucléaire qui se préparait. Il faut penser voilà, au contexte de guerre froide du coup entre les États-Unis et l'URSS. Et, euh, et donc, les gens pensaient que voilà, à tout moment, tout allait exploser, quoi. Ils vivaient dans la peur constante. Mais du coup, voilà, donc il demande à ses fidèles de commettre cet acte révolutionnaire qui est de se suicider, de boire ce Kool-Aid et du coup de se suicider. Et donc, la version officielle, et vous verrez que c'est pas la seule version, euh, et que du coup, 900 personnes ont bu un Kool-Aid empoisonné au cyanure et sont mortes ce jour en 1978. C'est la plus grande perte, comme je vous l'ai dit, de civils américains jusqu'au 11 septembre. Donc ça a été la plus grande perte du civil américain jusqu'au 11 septembre, donc jusqu'en 2001. Donc on parle vraiment d'une situation de guerre en fait, hein, et c'est vrai que c'est assez fou. Et c'est vraiment quelque chose qui a marqué profondément l'Amérique et qui est sujet à beaucoup de théories du complot, mais beaucoup aussi d'incertitudes, de choses un petit peu bizarres, un petit peu étranges. Et c'est de ça dont on va parler là dans cette dernière partie du podcast, puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont bizarres dans tout ça. Il y a plusieurs théories du complot, et on va les étudier ensemble. Avant de se lancer là-dedans, je vais faire juste une petite parenthèse sur le groupe Bring Me the Horizon, qui est un groupe de metalcore anglais, qui a sorti une chanson très récemment qui s'appelle Kool-Aid, du coup, et qui, du coup, qui dit, voilà, Don't drink the Kool-Aid by the jug, et du coup, qui fait beaucoup référence, du coup, à cet événement. Donc, c'est pas la première fois que le groupe fait référence à des sectes. Il a sorti une chanson qui s'appelle Mantra aussi, dans laquelle il parle des sectes, etc. Et le logo, du coup, de Church of Genesis, qui est le personnage actuel du groupe, et du coup vraiment très inspiré par celui de Jim Jones et du People's Temple, puisque c'est vraiment le même, quasiment le même. Donc voilà, je vous invite à regarder du coup les logos des deux si ça vous intéresse. C'est vraiment assez drôle, je trouve. Et le chanteur n'est pas un membre d'une secte, hein, c'est quelqu'un de très sympa. C'est vraiment une adaptation artistique. Beaucoup de théories du complot autour de ce meurtre de Johnstown, puisqu'on parle quand même de 900 personnes qui sont suicidées. On va les voir ensemble. Et vous me direz ce que vous en pensez. La première, c'est que euh, ces gens-là sont morts au cours d'une expérience de la CIA. Je vous explique. La CIA avait un programme qui s'appelait MK Ultra, qui était un programme qui visait à contrôler l'esprit des gens. C'est un vrai programme qui a existé, c'est un programme absolument horrible, mais qui a vraiment existé, où en fait ils injectaient des drogues, globalement du LSD, des barbituriques, comme par hasard, drogue auquel était accro Jim Jones, qui a injecté du LSD, des barbituriques, dans le but de voir à quel point le cerveau humain pouvait être malléable et pouvait être contrôlé. En fait, c'est vraiment du mind control. Et en fait, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont eu lieu sur des gens, beaucoup d'expériences non volontaires aussi qui ont eu lieu sur des gens, parce que vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas beaucoup comment dire, de sujets pour des expériences qui étaient volontaires à se faire injecter des drogues. En fait, c'était vraiment l'injection de LSD, de barbiturique et des abus sexuels, physiques, des gens qui étaient privés de lumière, qui étaient tabassés, pour voir à quel point le trauma plus la drogue pouvait les rendre malléables et en fait effacer complètement leur cerveau. Et il y a aussi des enfants qui ont été victimes de ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez horrible. Il n'y a plus beaucoup de traces, ils n'ont aucune trace du projet, évidemment, vous en doutez bien. Pourquoi? Parce que les seules archives qui restaient ont été détruites avant les enquêtes qui ont eu lieu dans le cadre du Watergate. En 1973, le président Nixon avait été impliqué dans l'affaire du Watergate. C'est les écoutes en fait du Parti démocrate, et donc il devait y avoir une saisie en fait des archives de la CIA, etc. Mais tout a été détruit évidemment avant que qui que ce soit puisse faire quoi que ce soit.
Et en fait, voilà, une des théories du complot laisserait penser que Jim Jones, en fait, travaillerait pour la CIA. Et en fait, il s'agit ou en tout cas était la marionnette de la CIA, de la CIA. Et qu'en fait, tout ceci était une vaste opération de test de ce projet MK Ultra. Alors, il faut savoir que le projet MK Ultra, voilà, comme je vous ai dit, au bout d'un moment, c'était pas possible de trouver des sujets volontaires pour faire ça. Donc, il y a eu des tests qui ont été faits globalement dans les hôpitaux, dans les prisons. Il y a beaucoup de gens dans les prisons qui se voyaient offrir des pseudo-traitements de faveur, en fait, contre ce projet-là. Et bon, pas, pas pour de vrai, en général, ils finissaient par être tués de manière, voilà, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, forcément, puisque aucune trace ne devait être restée. Beaucoup dans les hôpitaux psychiatriques aussi. Du coup, ça fait penser à pas mal à la série Stranger Things, où on voit quand même beaucoup d'expériences qui sont faites sur ces gamins, etc. Et c'est vrai que du coup, ça me fait vraiment beaucoup penser à ça. Et voilà, ça marchait beaucoup avec les électrochocs et les drogues et tout ça. Et donc, beaucoup d'expériences qui ont été faites à l'insu des gens, et même sur des civils, en fait. Il y a tout quelque chose qui a été remis en question sur le fait qu'il y avait une espèce de maison close, en fait, avec des prostituées qui étaient là pour, en fait, être entraînées à être des agents sexuels, en fait, du gouvernement américain. Enfin, ouais, c'est vraiment quelque chose d'absolument sordide, d'absolument terrible, euh, qui, euh, qui touche à beaucoup de choses. Donc, on ne sait pas trop qui a fait partie de ce projet. Ça peut être en gros n'importe qui dans une prison entre 1950 et 1963. Alors théoriquement le programme s'est arrêté en 1963, mais on sait que c'est pas vrai, il a continué ensuite. Donc est-ce que quand Jim Jones a été arrêté pour, je vous rappelais, atteinte à la pudeur et que son dossier a été jeté, c'est pas il n'a pas subi une expérience de MK Ultra et il a échangé ça contre devenir un agent de la CIA. C'est peu probable, c'est peu probable. J'y crois très très peu moi, cette théorie-là. Ce programme avait véritablement existé. Il y a d'autres personnes un peu plus, voilà, d'autres personnes plus connues qui en ont fait partie, qui en ont peut-être fait partie, mais on y touchera. Et je pense notamment le plus connu pour moi et le plus plausible, c'est Charles Manson. Mais c'est pas le seul, hein. Il y a peut-être des questions autour de Jeffrey Dahmer, mais voilà. Mais je suis pas très convaincu pour Jeffrey Dahmer, mais on en parlera de Jeffrey Dahmer. Il y aura l'occasion d'en parler. Vu qu'on le voit dans la saison 5 et que du coup Ryan Murphy aussi a consacré une série entière à Jeffrey Dahmer. Une série excellente d'ailleurs que je vous recommande. Voilà. Même si j'y crois pas, ce programme a eu lieu et ça me permet vraiment de vous en parler. Peut-être que vous aurez envie d'en faire des recherches et de vous intéresser au sujet, parce que c'est vraiment un sujet, je trouve, passionnant. Le fait qu'aux États-Unis, entre 1950 et 1960, le gouvernement a mené des expériences en fait sur les humains pour arriver à les contrôler, pour les rendre en fait voilà, des agents d'espionnage, etc. Alors tout ça, ça vient, ce programme MK Ultra, d'une théorie selon laquelle l'URSS avait réussi à faire du mind control, à contrôler les esprits des gens. Euh, Connaissant un peu l'URSS et à quel point en fait il n'y avait rien en URSS à part de la pauvreté, des camps de travail et de la propagande, je pense que les Américains ont pité là-dedans, mais alors à plein nez, et que l'URSS n'a jamais mis en place du mind control, hein, parce que je pense pas qu'ils en avaient les moyens. Je vois pas comment ils auraient pu faire ça, à part laver le cerveau des gens avec leur propagande, c'est tout ce qu'ils auraient pu faire. Et du coup, les US ont essayé de refaire pareil, mais ça n'a pas du tout marché. C'est vraiment pas un programme qui a marché. Même si, bon, évidemment, à force d'être drogué, de subir des électrochocs et des abus, etc., c'est vrai que ça peut altérer la psyché, forcément, et du coup, se comporter différemment. Mais bon, c'est pas du mind control, hein, c'est juste du choc post-traumatique et du lavage de cerveau, quoi, hein. Donc, c'est pas ça, mais c'est vraiment un programme c'est vraiment une histoire assez sombre, je trouve, des États-Unis. Un passage aussi très intéressant. La deuxième théorie, c'est que ces 900 personnes sont mortes pour cacher la mort d'une personne, et la mort de Leo Ryan. Et je vous ai dit, Leo Ryan, c'est un membre du Congrès extrêmement courageux, mais venir à Johnson et tenter de sauver ces gens-là, c'est pas la seule chose qu'il a faite. Il s'est aussi attaqué à la CIA quand il était membre du Parlement, et notamment, il a voulu dénoncer tous ces programmes du genre comme MK Ultra, et en fait, faire en sorte que la CIA ne puisse plus opérer uniquement. En fait, la CIA, c'est une agence gouvernementale qui est plus ou moins
plus que moins contrôlé par le président, et qui a en fait la liberté totale. Et en fait, Leo Ryan est vraiment un des premiers parlementaires aux États-Unis, sinon le premier, qui a voulu mettre fin à cette liberté totale donnée par le président, qui est en fait un abus de pouvoir à proprement parler, puisque la Constitution américaine veut une séparation des pouvoirs, et là, du coup, il n'y a pas une séparation des pouvoirs, puisque c'est vraiment le président qui a les points de pouvoir, cette organisation, avec qui il peut tout faire, et en fait, avec qui des choses atroces ont été faites. On pense notamment à l'implication qu'ils ont eue en Amérique latine, et en particulier dans l'élection au Chili, en 1973, où ils ont en gros organisé la mort du président élu, démocratiquement élu, parce que c'était un socialiste, et pour mettre en place une dictature militaire. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a beaucoup d'influence sur l'Amérique latine, vraiment très très forte, sur des opérations plus ou moins secrètes de la CIA. Et du coup, Leo Ryan voulait qu'en fait que ça s'arrête et que les opérations de la CIA ne soient plus secrètes à proprement parler et qu'elles ne soient surtout plus sans l'accord des parlementaires, des gens qui avaient été démocratiquement élus aux États-Unis. En fait, que la CIA se comporte de manière démocratique et non pas comme une espèce d'agence dictatoriale qui fait n'importe quoi. Vous vous doutez bien que c'est pas exactement ce que voulait entendre la CIA, qui avait les pleins pouvoirs et qui pouvait s'amuser à faire plein d'horreurs de ce genre. Et donc voilà, Leo Ryan était quand même un membre du Congrès vraiment visé en fait, hein. Et d'autant plus qu'il était venu à Johnstown avec quand même, je rappelle, cette congrégation de ressortissants américains qui ont quitté les États-Unis pour un idéal communiste, hein, parce que le but c'était de venir dans un Éden communiste, hein, à la base. Et donc c'est vraiment dans un contexte de guerre froide et de guerre entre les idéologies, entre l'idéologie anticommuniste et l'idéologie communiste. On va faire simple, parce que j'aime pas réduire les États-Unis à une idéologie capitaliste. C'est un peu réducteur, je trouve. Et même réduire l'URSS à une idéologie communiste, c'est quand même assez réducteur aussi. Mais en tout cas, les idéologies globales, c'était le capitalisme versus le communisme. Voilà, c'est le programme de terminale, hein, on y a tous eu droit. Mais voilà, donc c'est quand même une idéologie qui a historiquement été ennemie des États-Unis, pas que pendant la guerre froide, enfin en tout cas pas que particulièrement pendant la guerre froide, mais pas que, aussi dans les années 20, je vous en avais parlé avec les Italiens, mais aussi voilà, particulièrement dans les années 50 avec le macartisme, etc., qui était donc une volonté en fait de marquer tous les rouges, hein, tous les communistes, et donc c'est vraiment des gens qui quitter le territoire en étant des ennemis des États-Unis. Et donc on sait que la CIA surveillait de très près ce qui se passait en Guyane, d'une manière générale en fait, sans que Jim Jones y aille, puisque voilà, c'était quand même un pays d'Amérique latine, là où ils essayaient d'étendre leur influence, qui venait d'être renversé par des communistes. Donc ça tombe vraiment sous le coup du genre d'opération que la CIA voudrait mener. Et donc une des théories serait sur laquelle donc la CIA aurait envoyé des agents pour tuer Leo Ryan et pour organiser la mort des autres personnes, des 900 autres personnes. Alors c'est pas très clair s'ils auraient tué aussi les autres personnes ou s'ils auraient poussé du coup Jim Jones à organiser la mort, le suicide des autres personnes. C'est pas très clair. Encore une fois, on peut penser que Jim Jones était de mèche. Et donc il y a beaucoup de choses qui peuvent aller dans cette direction-là. Je suis pas ultra convaincu par cette théorie, parce que bien, il manque de preuves, etc., comme d'habitude, mais c'est peut-être celle, en tout cas, qui concerne la CIA, qui pourrait le plus me convaincre. Parce que, au vu de l'anticommunisme, au vu de ce qui a été fait dans d'autres pays, au vu, on sait, de la violence avec laquelle peut avoir la CIA, c'est pas fou de penser ça. C'est pas complètement fou à mon goût. Mais c'est pas celle qui me convainc le plus. Et j'écoutais un podcast sur les théories du complot sur cette affaire, un long podcast sur le sujet avec plein de documentation, et les gens qui le géraient disaient mais c'est pas crédible en fait qu'on tue 900 personnes pour une personne. Et c'est là où je suis vraiment pas d'accord avec eux. Et c'est là où pour moi c'est crédible en fait. Parce que comment déguiser le meurtre? C'est pas n'importe qui en fait. Faut penser que pour ces gens-là, je vous rappelle, 68% des membres de Johnstown étaient des Afro-Américains, c'était des Noirs. Et donc, déjà, pour ces gens-là, les gens super puissants, c'est même pas des gens qui comptent en fait. C'est des gens qui sont dans les banlieues, des gens pauvres, ils s'en foutent d'eux. Mais Leo Ryan, c'est un membre du Congrès, on peut pas le tuer comme ça. C'est pas possible. Donc forcément, ça me semble pas fou de tuer 900 personnes pour détourner l'attention de Leo Ryan. Et au final, aujourd'hui, quand on parle de Johnstown, de quoi on parle? On parle pas forcément en premier du meurtre de Leo Ryan, hein. On parle de 900 personnes qui se sont suicidées. Donc au final, c'est quoi qu'il en soit, le meurtre de Leo Ryan passe inaperçu, passe au second plan, peu importe par qui il a été commis. Donc c'est vrai que pour moi, c'est pas fou en fait de penser ça, dans le sens, en tout cas quand on pense comme une agence gouvernementale qui
le communisme et les masses, etc. Et qui se comporte de manière complètement déraisonnée, quoi. C'est pas impossible. D'autant plus qu'il y a plusieurs versions contradictoires sur ce qui s'est passé. Il y a des survivants qui ont parlé de balles, en fait, d'impact de balles, alors que le rapport d'autopsie qui a été fait par le FBI dit qu'il n'y a que 2 personnes qui ont eu un impact de balles, qui sont Jim Jones et son infirmière. Alors qu'il y a des gens qui ont entendu des coups de feu. Il y a beaucoup de marques, en fait, aussi de piqûres, en fait, qui laissent entendre qu'il y a des gens qui ont été tués de force et à qui on a injecté du poison. Beaucoup d'enfants, d'ailleurs. Et donc c'est vraiment sordide. Pas impossible. Pas impossible quand on sait l'influence de la CIA en Amérique latine. D'autant plus que le corps de Jim Jones qui a été retrouvé n'a pas pu être identifié. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fou. En fait, ils ont essayé de mettre son empreinte. Et voilà, quand j'ai dit Jim Jones a été arrêté aux États-Unis, il y a un fichier avec toutes les empreintes digitales des gens qui ont commis des crimes. Et même si son dossier a été mis de côté, il avait encore ses empreintes dans le fichier. Le fichier a été créé notamment après les meurtres de Ted Bundy, où en fait il y avait des meurtres qui avaient été commis dans différents États, ils n'arrivaient pas à l'identifier parce qu'il n'y avait pas de fichier national qui avait été fait par le FBI. Aujourd'hui c'est le cas. Et même d'ailleurs quand vous rentrez aux États-Unis, on prend vos empreintes digitales et ça part dans un fichier national, comme ça si vous commettez quoi que ce soit, vous êtes facilement identifiable. Il y a les miennes d'ailleurs dans le fichier. Et les vôtres si vous êtes allé aux États-Unis. Mais c'est pas le même fichier, le fichier tourisme et le fichier crime. Je n'ai pas commis de crime, pas de main courante a été déposée contre moi aux États-Unis, donc voilà, ça ne me concerne pas. Mais en tout cas, oui, c'est dans un fichier. Et, euh, et donc, ils n'ont pas réussi à l'identifier. Alors ça, c'est pas complètement fou dans un sens, parce que la décomposition était assez importante au vu de l'humidité. Les autorités guyanaises sont arrivées que 2 jours après. Et la décomposition avait été accélérée en fait par l'humidité très forte. Les autorités américaines sont arrivées beaucoup plus tard, 3-4 jours après. Donc il y a quand même 3-4 jours après les Guyanais, donc ça fait presque une semaine. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment... Les empreintes digitales, c'est pas impossible, mais bon. C'est vrai quand même, le corps de Jim Jones, c'est le premier qui a été recueilli, donc c'est peut-être celui qui a eu le moins de décomposition. Ceux qui ont été pris après, par contre, il y en a plein qu'on n'a pas pu identifier parce que l'état de décomposition était trop élevé. Et donc, d'ailleurs, il y a un mémorial aujourd'hui à Oakland, pas loin de San Francisco, pour ces gens-là. Et du coup, c'est pas le seul détail le plus fou. Le deuxième détail, je trouve le plus hallucinant, c'est que Jim Jones avait des tatouages sur le torse, beaucoup de tatouages, et le corps qu'ils ont récupéré n'en avait pas. Et ça, franchement, c'est, je trouve, absolument fou, absolument dingue en fait. Parce que là, pour le coup, je vois pas comment l'humidité pourrait faire disparaître complètement, quand je vous dis complètement, c'est complètement, les tatouages d'un corps. Alors du coup, la question se pose. Où est Jim Jones? Où est Jim Jones? Puisque c'est pas lui qu'ils ont récupéré, c'est certain, c'est pas lui, c'est pas possible. Et pourquoi on nous a fait croire que c'est Jim Jones qu'ils ont récupéré quand en fait on sait que c'est pas lui? La question vraiment je trouve est assez terrible et assez folle. Et donc voilà, est-ce que du coup il avait un accord avec la CIA et ils ont organisé tout ça et après du coup il a eu une possibilité de s'échapper? Possible, tout est possible et voilà, je suis très dubitatif de cette théorie, vraiment très dubitatif. Comme tout, hein. Mais c'est peut-être celle pour laquelle j'arriverai à être convaincu. La dernière, qui n'est pas vraiment proprement parler une théorie du complot, en tout cas n'implique pas la CIA, en tout cas pas du niveau des deux que je vous ai commencé à vous raconter, mais qui est quand même un élément qui porte à croire qu'en fait, les médias américains, le gouvernement américain a maquillé en fait ce suicide collectif, alors qu'il s'agissait en fait d'un meurtre collectif, du meurtre de 900 personnes. Et en fait, cette théorie-là vise à laisser penser que la CIA n'a rien à voir là-dedans, ce qui est possible, probable même, et qu'en fait, Jim Jones n'a pas accepté que ces 15 personnes s'en aillent, et qu'il s'est dit, si ces 15 personnes s'en vont, elles vont faire exploser le People's Temple. Et c'est vrai que du coup, voilà, c'est une petite fuite qui fait tout vider. Et donc, il a organisé la mort de ces gens-là. Et au passage, du coup, vu que Leo Ryan maintenant avait été tué, la situation était complètement impossible. Et donc, il a ordonné aux gens de mourir. Donc, il y a des audios qui disent, voilà, buvez ce Kool-Aid, c'était un acte révolutionnaire, machin. Maintenant, comme je vous ai dit, il y avait beaucoup
beaucoup d'entraînement autour de ces suicides, et cetera. Donc il s'agit pas d'une autre vidéo, une autre tape du coup, pas d'une autre vidéo, mais d'un autre audio, puisqu'en fait c'est qu'un audio, on n'en sait rien, dans lequel, un entraînement similaire et que du coup il s'est passé autre chose, puisqu'il y a quand même, comme je l'ai dit, beaucoup de gens qui ont trouvé voilà, des survivants, quelques survivants qui ont parlé beaucoup avoir entendu des coups de feu en fait, des gens être venus tirer au fusil, et pas simplement juste Jim Jones qui s'est suicidé, vraiment des gens qui sont venus tirer. Donc c'est vrai que ça c'est très bizarre. Il y a aussi les marques de piqûres en fait qui sont des énormes hématomes sur le bras des gens, qu'en fait on voit qu'il y a eu un struggle, voilà, un combat en fait pour les insérer, ça a été inséré de force, donc beaucoup à des enfants, donc ça c'est vraiment horrible. Mais pas que en fait, aussi à des gens qui ont peut-être essayé de se débattre ou qui n'ont pas voulu boire le poison, je ne sais pas. Euh, et donc en fait, ça serait vraiment quelque chose organisé par Jim Jones pour se débarrasser du People's Temple. Et du coup, pour moi, c'est là où la théorie autour de son corps fait complètement sens pour moi, plus que tout. Tout simplement, il a tout organisé, puisqu'on savait il organisait voilà, des faux suicides collectifs. Quand il a su que la situation était hors de contrôle, il a buté tout le monde et il s'est barré, tout simplement. Et c'est pour ça qu'ils ont mis un corps similaire. Ça m'étonne pas, vu à quel point il était paranoïaque, qu'il ait peut-être trouvé un corps similaire quelque part, qui gardait dans un coin. Et donc, eh ben, il s'est barré, c'est tout. Et c'est vrai que ce genre de personnes mégalomaniaques, de gourous, etc., ces gens-là n'aiment pas perdre, hein. Ils n'aiment pas être mis au sol, ils n'aiment pas. Ce qui serait arrivé, il n'aime pas, il aurait été arrêté, il se serait suicidé. Mais ça paraît complètement fou. Et quelqu'un d'aussi imbu de sa personne qui se suicide, non, c'est pas possible. Et c'est vraiment pour ça que je me dis que cette théorie est très plausible. Et là, du coup, peut-être que vous posez la question, mais pourquoi le gouvernement américain aurait menti aux gens aux États-Unis en disant que c'était un suicide alors que c'était un meurtre collectif? Et c'est pas la même chose. Parce que du coup, le suicide, en fait, il a été présenté de manière très, comment dire, presque de la propagande, en fait, aux États-Unis, et il a été présenté comme attention à vous. Attention à vous. Regardez ce qui peut vous arriver si vous vous détournez de l'État américain, si vous allez vers le communisme, et si vous adhérez à des idéologies complètement farfelues. Vous tomberez dans les mains de gens qui ont des mauvaises intentions, et vous finirez par vous suicider en faisant n'importe quoi. Et en plus, du coup, c'est plus facile en termes légaux aussi de justifier ce qui s'est passé en disant c'est un suicide. Un suicide, du coup, c'est de la volonté des gens. Si on dit que c'est un meurtre, si Jim Jones et ses membres ont ouvert le feu sur ces gens-là et qui ont abattu 900 personnes, c'est un des plus grands massacres à proprement parler de l'histoire des États-Unis, hein. C'est énorme en fait. 900, vous vous rendez compte, 900 personnes. Plus même, hein. On parle de 999 personnes, presque 1000 personnes, c'est énormissime. C'est fou comme nombre. C'est vraiment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qui se disent, mais comment une personne arrive à convaincre 900 personnes sans avoir recours à la force? Mais ça, du coup, on sait grâce aux autorités guyanaises que c'est pas ce qui s'est passé. Mais voilà, il y a deux versions des faits. Il y a ce qu'ont vu les autorités guyanaises. Mais alors, il faut voir qu'il y a eu un racisme terrible. Puisqu'en gros, tout ce qui a été trouvé par les autorités guyanaises, le FBI a dit de toute façon, c'est des noirs de la forêt, ils disent n'importe quoi, ils savent rien, on va pas les écouter, on s'en fout. De toute façon, ils savent même pas compter, parce qu'en fait, il y a eu un mauvais décompte qui avait été fait par les autorités guyanaises, puisqu'en fait, les corps étaient posés les uns sur les autres. Et ils n'arrivaient pas à compter, ils ont compté 400 morts. En réalité, il y en avait 999. Et du coup, le FBI et tout avait dit non, mais de toute façon, ce sont des Afro-Américains, des Noirs de la forêt, hein, clairement, et ils savent pas compter, on va pas les écouter. Mais en réalité, ce qu'ils ont vu, et en plus, ce sont les premiers à être arrivés sur les lieux, euh, bah, personne d'autre l'a vu. Puisqu'après, les corps ont été en décomposition. Évidemment, vous vous doutez bien qu'il s'agit voilà, le contexte global, comme je vous l'ai dit, de la guerre froide, le contexte de contrôle très élevé des médias, de la pensée, était vraiment très fort aux États-Unis à cette époque-là, hein. C'est difficile de parler d'un État purement démocratique, hein, quand il y a autant de pratiques, hein, quand même, hein. Mais, et du coup, ben, on peut penser que du coup, voilà, le gouvernement américain avait tout intérêt à déguiser ça comme un suicide collectif. Ils se disent, de toute façon, c'est juste 900 fanatiques qui ont fait n'importe quoi, plutôt qu'en fait, non, c'est juste quelqu'un qui a tué 900 ressortissants américains dans l'impunité la plus totale. Et qui préfère aussi, de toute façon,
faire comme si Jim Jones n'avait jamais existé. Mais ça, c'est vrai que c'est un détail qui me laisse perplexe. Parce que je vois pas comment les gars se sont dit, mais c'est pas possible, on n'arrive pas à identifier la plus tatouage, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ils préfèrent faire comme s'il ne s'est rien passé, faire comme si, voilà, il a forcément dû être couvert par quelqu'un, forcément dû être aidé, et c'est peut-être là que ses relations au niveau politique l'ont aidé, relations avec je ne sais qui, je ne sais quoi, j'en sais rien, et, euh, et non, c'est vraiment une situation très complexe. C'est pour ça, comme je l'ai dit, ce podcast durera plus longtemps que d'habitude, parce qu'on a affaire vraiment à quelque chose d'ultra complexe. Déjà autour de ce qui s'est passé pour Jim Jones, à savoir est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'était son corps, qu'est-ce qui s'est passé vraiment ce jour-là, en 1978. C'est une situation ultra complexe au vu du contexte politique en fait, de guerre froide et de voilà de guerre en fait, hein, tout simplement, entre deux idéologies. C'est un contexte ultra compliqué au niveau socio-économique aussi, puisqu'on parle quand même d'une congrégation de gens qui étaient majoritairement des Afro-Américains, des Afro-Américains très pauvres. Et donc, et quand on voit qu'à quel point il a fallu en fait le courage d'une seule personne face au rejet global de l'État, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont alerté avant l'État américain, sans que ça aille nulle part, avant qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour que cette personne-là finisse tuée en fait, dans l'impunité la plus totale en plus, hein, dans presque j'ai envie de dire l'anonymat le plus total, hein, puisque Léo Ryan, on n'en parle pas, on n'en parle plus, hein, et c'est perturbant. C'est perturbant et pour moi c'est là où l'histoire d'horreur se trouve en fait. C'est comme je dis souvent, au-delà des crimes, au-delà de la mise en scène, ces choses-là, c'est plus dans la violence symbolique, comme le disait Karl Marx, mais la violence de la société, en fait, je trouve que réside l'horreur, en fait. Puisqu'en fait, ces gens-là ont préféré quitter leur vie à San Francisco pour aller rejoindre cette colonie en Guyane en se disant qu'ils allaient avoir une vie meilleure. Mais alors, mais quelle était leur vie, en fait, avant, à ces gens-là? Parce que perso, demain on me dit tu quittes chez toi, je vis dans une ville assez confortable pour aller de l'autre bout du monde dans la forêt, je vais dire ça va pas ou quoi? Je suis très bien là où je suis. C'est qu'ils vraiment ils étaient pas bien du tout ces gens-là et ils étaient ostracisés par la société. Et comme je t'ai dit aussi dans la première partie, il y a aussi toute une question liée à l'homosexualité, la stigmatisation de l'homosexualité qui pose problème. Et c'est pour ça que c'est vraiment une affaire, je trouve, absolument fascinante. Et j'ai vraiment adoré faire des recherches dessus, parce que vraiment, elle touche à tout ce que j'aime. C'est vraiment ce genre d'affaires qui font que j'adore, en fait, étudier ces choses-là, parce qu'elle touche à plein de trucs, à un contexte sociétal, politique, socio-économique, à des questions sexuelles, des questions voilà, de la CIA, de plein de choses, de vraiment plein de choses. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment passionnant, et j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça a piqué votre curiosité, et peut-être que vous allez faire des recherches aussi de votre côté, etc. Euh, il y a des livres qui ont été écrits, évidemment, plein de livres, il y a plein de ressources sur le sujet, des chansons qui ont été composées, comme je dis, Bring Me the Horizon, mais c'est pas le seul groupe qui a fait une chanson sur Jim Jones. Du coup, c'est très bien adapté dans la série American Horror Story Cult. Et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ma saison préférée. En tout cas, c'est une de mes préférées. Puisque du coup, on voit à quel point tout ça a inspiré Kai. Et on voit du coup Jim Jones joué par Evan Peters, mais c'est incroyable ce qu'il a fait Evan Peters dans cette saison. Il joue lui, il joue David Koresh, il joue Charles Manson, il joue tellement de rôles, c'est complètement fou je trouve. Du coup, et c'est vraiment quel acteur cet Evan Peters. Et en plus là, je viens de finir la série Dahmer que j'avais pas eu l'occasion de regarder, et j'ai vraiment été vraiment très impressionné par son jeu d'acteur, par à quel point il s'est immergé dans le personnage. Franchement, des fois, j'avais vraiment pas l'impression de voir Evan Peters, et pourtant je le connais depuis des années, je l'aime beaucoup, etc. Mais c'est vraiment fou ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a fait pendant cette saison. Voilà, c'est la fin de ce podcast d'histoire d'horreur. Comme je dis, c'était un podcast un petit peu plus long. Je vous remercie du fond du cœur à ceux qui ont eu la foi d'aller jusqu'au bout. Je pense que c'est peut-être l'épisode le plus complexe que j'ai eu à faire jusque-là. Parce qu'il touche vraiment à plein de choses compliquées, mais c'est aussi celui que j'ai préféré faire parce que justement il touche à tous ces sujets. J'ai vraiment adoré travailler sur ce sujet et vous le présenter. Et j'espère voilà, qu'il vous intéressera et qu'il piquera votre curiosité. Si vous avez plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Donc il y a un épisode qui sort toutes les semaines. Alors là, il a été un petit peu repoussé parce que malheureusement j'ai eu quelques petits problèmes techniques. Malheureusement, mon logiciel d'enregistrement m'a perdu les audios. Donc je l'avais déjà préparé pour la semaine dernière, mais j'ai pas pu le faire. Mais voilà, c'est la seule semaine où ça va se passer. À partir de cette semaine,
on repart sur une publication hebdomadaire. Toutes les semaines, vous aurez du coup une nouvelle histoire vraie derrière l'horreur d'American Horror Story. Donc voilà. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit 5 étoiles sur Spotify, ça fait super plaisir et en plus ça aide à référencer le podcast. Euh, et donc à faire grandir la communauté autour de ce podcast Histoire d'horreur. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube aussi, du coup Robopus, à me suivre sur les réseaux sociaux, @robopus, ROBHO2PUS, et à échanger, mettre un petit screen si ça vous a plu, m'envoyer un petit message pour dire c'était cool ou c'était pas cool, et voilà, me poser des questions, je serais ravi de vous répondre, voilà, parce que je fais pas mal de recherches pour ces podcasts évidemment, j'essaie de les réduire au plus possible parce que j'aime pas que ce soit trop long. Je me suis fait matrixer quand j'écrivais des articles et du journalisme, donc je sais qu'il voilà, il faut garder du contenu assez pas trop long. Mais voilà, là il est un peu plus long que d'habitude, donc voilà, si vous allez au bout, je vous en remercie du fond du cœur. Quoi qu'il en soit, merci à tous ceux qui écoutent ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux. On est à une cinquantaine d'écoutes sur Spotify, plus de 100 écoutes sur YouTube. Donc vraiment, la communauté continue de grandir. Ça me fait super plaisir. Plein d'écoutes sur toutes les plateformes, sur Apple, sur Amazon, sur partout où ce que vous êtes, sur Alexa, j'ai vu. Enfin vraiment, c'est ouf. Ça me fait super plaisir parce que voilà, c'est des sujets qui me passionnent. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Merci à tous mes amis aussi qui me soutiennent et qui m'encouragent à chaque fois. Vraiment, merci du fond du cœur à vous et vous vous reconnaîtrez. Et vous savez que voilà, je tiens fort à vous et que ça représente énormément pour moi. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de ce podcast d'histoire d'horreur. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires d'horreur.